Cette nuit, tu marches dans le désert, avant le lever du jour. Tu n'es pas un voyageur d'aujourd'hui, venu en bus admirer des merveilles derrière une corde. Cette nuit, tu es quelqu'un d'autre. Tu vis il y a près de 2000 ans, sur un haut plateau du sud d'un pays qu'on appellera bien plus tard le Pérou. Tu appartiens à un peuple que les livres nommeront les Nazca, et tu marches, pieds nus ou chaussés de simples sandales de fibres, sur une terre brune qui s'étend à perte de vue. Laisse le monde d'aujourd'hui s'éloigner, et avance avec toi-même dans cette nuit ancienne. L'air est sec. C'est la première chose que ton corps perçoit, cette sécheresse de l'air, qui rend chaque souffle léger et net. La nuit du désert a été fraîche, presque froide, et la terre sous tes pieds a gardé un peu de ce froid nocturne. Au-dessus de toi, le ciel commence à pâlir, du noir vers un gris bleuté, et les étoiles, une à une, s'effacent. Tu connais ce ciel mieux que personne ne le connaîtra jamais dans les siècles d'électricité et de villes lumineuses. Pour toi, le ciel nocturne est une carte, un livre, un visage familier. Tu sais où se lèvent certaines étoiles, à quel moment de l'année elles reviennent, et ce que leur retour annonce pour ton peuple. Sous tes pieds, le sol n'est pas du sable. Il faut que tu sentes bien cela, car tout par-delà. Ce n'est pas une dune molle qui s'effondre sous le pas. C'est un sol dur, tassé, recouvert d'une infinité de petits cailloux serrés les uns contre les autres, des cailloux de la taille d'un poing ou d'une noix, sombres, presque noirs, comme rouillés. On dirait que quelqu'un a saupoudré tout le plateau d'une couche de pierre brune. Tu te baisses, tu en prends un dans ta main. Il est sec, rugueux, et sa surface a cette teinte foncée, ce vernis terne que le soleil et les siècles ont déposé sur lui. Tu le retournes entre tes doigts. Et là, dessous, sur la face cachée, la pierre est plus claire, presque jaune pâle. Garde ce détail au creux de ta paume. C'est tout le secret de ce que ton peuple sait faire. Tu te redresses et tu reprends ta marche. Devant toi s'étend la pampa, c'est le nom qu'on donnera à ces vastes étendues plates et arides. Une plaine immense, à peine bosselée, coupée de loin en loin par le lit sec d'une rivière qui ne coule presque jamais. Pas un arbre, pas un buisson, ou si peu. Rien que cette table de pierre brune posée entre des collines basses et lointaines, et, là-bas, à la limite du regard, la silhouette plaude des montagnes, les premières marches de la grande cordillère, encore bleues dans la pénombre de l'aube. Il faut que tu comprennes où tu vis, car c'est l'un des endroits les plus étranges de toute la terre. Tu habites l'un des déserts les plus secs du monde. Ici, il ne pleut presque jamais. Des années peuvent passer sans qu'une seule averse digne de ce nom vienne mouiller le sol. Le ciel, le plus souvent, reste vide de nuages, d'un bleu dur le jour, criblé d'étoiles la nuit. Le vent lui-même, sur ce plateau, souffle sans violence, un vent régulier qui balaie la poussière sans soulever de tempête. Tout, ici, est suspendu, immobile, conservé. C'est un monde où rien ne s'efface. Une trace laissée dans le sol peut y demeurer non pas des jours, non pas des saisons, mais des siècles, et bien davantage encore. Souviens-toi de cela, car c'est la clé de tout ce que tu vas vivre cette nuit. Tu vis dans un pays qui garde la mémoire de chaque geste posé sur sa peau. Tu marches vers un endroit précis. Tes pieds connaissent le chemin sans même que tu y penses. Tu suis une longue bande de terre claire qui file droit devant toi, une bande nette, dégagée de ces cailloux sombres, comme un ruban pâle déroulé sur le plateau brun. C'est une ligne. L'une des lignes. Tu marches dessus, le long d'elle, et tu sens sous ta plante la différence. Ici, là où la couche de pierre a été retirée, le sol est plus tendre, plus clair, plus doux au pas. De chaque côté, les cailloux bruns forment une bordure basse, deux petits remblais qui contiennent la ligne, comme les rives contiennent un fleuve. Et cette ligne s'en va tout droit devant toi, sans dévier, vers l'horizon, plus loin que ton regard ne peut suivre. Tu lèves les yeux et tu essaies de voir où elle mène. Mais elle ne s'arrête pas. Elle continue, droite, obstinée, par-dessus une petite ondulation du terrain, et de l'autre côté elle reparaît, toujours aussi droite, toujours aussi sûre de sa direction, comme tirée au cordeau par une main qui n'aurait jamais tremblé. Certaines de ces lignes, tu le sais, courent ainsi sur plusieurs kilomètres, franchissant les creux et les bosses du plateau sans jamais s'écarter de leur cap. Comment ton peuple a-t-il tracé des lignes si longues et si droites, sur un terrain qu'on ne domine d'aucune hauteur? Nous y reviendrons. Pour l'instant, contente-toi de marcher le long de celle-ci,
dans la lumière grise qui monte, et de sentir sous tes pieds la douceur du sol mis à nu. Le jour, peu à peu, se lève sur la pampa. Le gris du ciel vire au rose pâle, puis alors, et la lumière rasante du soleil, le vent vient frapper le plateau de côté. Et alors quelque chose d'étonnant se produit. Tant qu'il faisait sombre, le sol semblait uni, plat, sans relief. Mais maintenant que la lumière arrive de biais, les moindres creux du terrain se révèlent. Les lignes claires se mettent à luire d'une lueur pâle. Les petites bordures de cailloux projettent de minces ombres. Tout le plateau, qui paraissait nu et vide, se couvre soudain de dessins, de traits, de figures que l'ombre dessine et que le plein jour, tout à l'heure, fera de nouveau disparaître. C'est l'heure où la pampa montre ses secrets. Et tu marches au milieu d'eux. Prends le temps, avant que le travail ne commence, de goûter le silence de ce lieu. Il n'y a ici aucun des bruits du monde que tu connais ailleurs. Pas de feuillage qui bruisse, car il n'y a pas d'arbres. Pas de clapots d'eau, car il n'y a pas de rivière qui coule. Pas de chants d'oiseaux nombreux, car peu d'oiseaux s'aventurent sur ce plateau nu. Il y a seulement le très léger souffle de l'air sur la pierre, le craquement parfois d'un caillou sous ton pied, et le grand silence minéral de l'étendue. Un silence si vaste qu'il en devient presque une présence, quelque chose qui t'entoure et te tient, comme la pierre tenait, dirait-on, ceux qui marchaient ici avant toi. Dans ce silence, tes pensées s'apaisent d'elles-mêmes, ton pas se règle sur celui du plateau, et tu te sens accordé au lieu, simple visiteur d'un sol patient qui a vu passer 100 générations et les verra toutes s'effacer sans rien perdre de son calme. L'odeur, aussi, est particulière. C'est une odeur sèche, minérale, de poussière chauffée et de pierre, sans la moindre trace d'humidité ni de végétation. Une odeur de terre pure, ancienne, presque sans âge. Tu la respires sans y penser, et elle fait désormais partie de toi, comme elle fait partie de tout ton peuple. L'odeur du désert qui vous nourrit de sa rudesse et vous garde, vivant comme mort, dans sa mémoire de pierre. Mais il est temps de te dire pourquoi tu es venu, cette nuit, dans le froid d'avant l'aube. Tu n'es pas là pour te promener. Tu es là pour travailler, pour tracer. Car tu appartiens à ceux qui dessinent dans le désert, et aujourd'hui, ton peuple a décidé d'ouvrir une nouvelle figure sur la peau du plateau. Tu rejoins les autres. Ils sont là, une poignée d'hommes et de femmes, accroupis ou debout, près d'un espace encore vierge, encore tout couvert de ces cailloux bruns. Ils ont avec eux des cordes, de longues cordes faites de fibres végétales, torsadées avec soin, solides, et des piquets de bois dur, taillés en pointe. Ils ont aussi des sacs de fibres tressés, et des outils simples, de quoi gratter, écarter, transporter. Rien de plus. Pas de machine, pas de métal compliqué, rien que des cordes, des piquets, des paniers, et des mains. Garde cela en mémoire, car plus tard, dans des siècles très lointains, certains refuseront de croire que de si grandes figures aient pu naître de moyens si humbles. Et pourtant tu vas le voir de tes yeux, c'est avec cela, et avec rien d'autre, que ton peuple écrit sur le désert. L'un des anciens s'avance. C'est lui qui sait. Il tient à la main un petit dessin, tracé sur une surface plane, une esquisse réduite de la figure que vous allez ouvrir aujourd'hui. C'est l'image d'un oiseau, un long oiseau au bec démesuré, au corps fin, aux ailes déployées, le cou tendu vers l'avant. Tu reconnais le colibri, ce minuscule oiseau qui vient parfois, dans les rares vallées vertes en contrebas, butiner les fleurs en restant suspendu dans l'air, les ailes si rapides qu'on ne les voit plus. Mais le colibri que vous allez tracer, lui, ne sera pas minuscule. Il sera immense, long comme des dizaines d'hommes couchés bout à bout. Si grand que celui qui marchera dessus ne verra jamais l'oiseau tout entier, mais seulement, sous ses pieds, une longue allée claire qui tourne et se courbe sans qu'on en devine la forme. Et voici comment l'on fait. L'ancien plante un premier piquet dans le sol, à l'endroit choisi. Puis, à partir de son petit dessin, il mesure. Il compte. Il reporte. Sur l'esquisse, le bec de l'oiseau part d'un point. Sur le sol, il faut retrouver ce point, mais agrandi tant et tant de fois. Alors on tend les cordes. On mesure des distances avec des unités simples, la longueur d'une corde, la longueur d'un bras, le nombre de pas. On plante un deuxième piquet, puis un troisième. De piquet en piquet, en tendant les cordes droites entre eux, on relie les points, et la silhouette géante de l'oiseau commence à exister dans l'espace, invisible encore,
marqué seulement par ses piquets et ses cordes tendues. Pour les courbes, l'arrondi d'une aile, la spirale d'une queue, on fait pivoter une corde autour d'un piquet planté au centre, comme le ferait un compas, et l'extrémité de la corde trace dans l'air le chemin que suivra la ligne. Tu participes. On te confie une corde. Tu la tiens tendue, bien droite, pendant qu'un autre marque le sol au long de toi. Tes bras se fatiguent un peu, mais c'est une fatigue douce, partagée, rythmée par les appels qu'on se lance d'un bout à l'autre du tracé. Et tu comprends, en faisant ce geste, une chose toute simple et merveilleuse. Il n'est nul besoin de voler pour tracer ces figures. Il n'est nul besoin de les voir d'en haut. Il suffit de savoir agrandir, point par point, un petit dessin que l'on tient dans la main, en reportant avec patience chaque mesure à l'échelle du plateau. Le colibri géant naît du colibri minuscule, sans la moindre trahison, sans qu'aucun de vous n'ait jamais quitté le sol. Retiens cela, toi aussi, car c'est la première moitié de la grande réponse à la grande énigme. Et pour les longues lignes droites, te demandes-tu, comment fait-on? Je te l'avais promis, voici la réponse, et elle est tout aussi simple. Pour tracer une ligne bien droite sur des centaines de pas, sur des milliers de pas, il suffit de planter 3 piquets et de viser. On plante un premier piquet, puis un deuxième un peu plus loin, et l'on s'écarte en regardant les deux se superposer dans l'axe du regard. Là où ils s'alignent, on plante le troisième, et ainsi de proche en proche, en visant toujours les piquets déjà posés, on prolonge la ligne tout droit aussi loin qu'on le veut, par-dessus les creux et les bosses. Tu l'as fait. Tu sais que cela marche. Une ligne longue de plusieurs kilomètres ne demande ni magie, ni mesure venue d'en haut, elle demande de la patience, de bons yeux, et 3 bâtons plantés dans la terre. On a d'ailleurs retrouvé, au bout de certaines lignes, les restes de ces piquets de visée, fichés dans le sol depuis ton époque, témoins muets et bien terrestres de la méthode de ton peuple. Une fois, justement, tu as marché une de ces grandes lignes droites jusqu'à son terme. Tu étais parti d'un petit tertre, au point de rassemblement, et tu avais suivi le ruban clair qui filait vers l'horizon. Tu avais marché longtemps, très longtemps, sans que la ligne dévie d'un cheveu, montant une faible pente, redescendant de l'autre côté, traversant le lit sec d'une rivière, remontant encore. Et à mesure que tu avançais, le monde derrière toi rétrécissait, le tertre de départ devenait un point, puis disparaissait, et devant toi la ligne continuait, inlassable, vers un autre tertre lointain, où peut-être, t'attendaient d'autres marcheurs. Ces lignes, comprends-tu, relient des lieux entre eux. Elles relient des sources, des tertres, des points sacrés, des endroits où l'on se rassemble. Elles sont peut-être des chemins de pèlerinage, des routes de procession, tendues à travers le désert pour conduire les pas des hommes d'un sanctuaire à l'autre. Marcher la ligne, ce n'est pas seulement aller d'un point à un autre, c'est accomplir un acte, suivre une voie tracée par les ancêtres, relier ce qui doit être relié. Une fois la silhouette marquée par les piquets et les cordes, vient le vrai travail, le travail du corps. Il faut maintenant ouvrir la ligne. Il faut écarter les cailloux. Tu t'agenouilles à l'endroit où passera le contour de l'oiseau, et tu commences. De tes mains, avec un simple bâton, tu ramasses les pierres brunes, ces pierres sombres et rouillées qui couvrent le sol, et tu les écartes, tu les repousses de part et d'autre, en 2 petits cordons le long du tracé. Et sous tes doigts, à mesure que tu enlèves la couche sombre, apparaît la terre claire du dessous, cette terre pâle, jaunâtre, plus tendre, restée à l'abri de l'air et du soleil. Là où passe ta main, une ligne claire naît sur le fond brun. Le contraste est net, lumineux, comme un trait de craie sur une ardoise. C'est tout. C'est aussi simple que cela, et aussi profond. Tu ne creuses presque pas. La ligne que tu ouvres n'est pas une tranchée. Elle est à peine enfoncée, quelques doigts d'épaisseur tout au plus. Tu te contentes de retirer la peau sombre du désert pour montrer la chair claire qui dort dessous. Et parce que tu vis dans le pays où rien ne s'efface, où la pluie ne lave pas, où le vent ne souffle pas en tempête, ce trait que tu ouvres aujourd'hui restera. Il restera quand tu seras vieux. Il restera quand tes enfants seront vieux. Il restera quand ton peuple lui-même aura disparu, et que d'autres peuples seront venus puis partis. Il restera assez longtemps pour que, dans 2000 ans, des hommes d'un autre âge le retrouvent presque intact et se demandent, émerveillés, qui a bien pu le tracer. Le soleil monte. La chaleur commence à peser sur tes épaules, mais ce n'est pas encore l'ardeur écrasante de midi. Tu travailles à ton rythme, courbé sur la ligne,
dans le silence du plateau que rompt seulement le frottement des pierres qu'on remue, et parfois une parole échangée. Autour de toi, les autres avancent, chacun sur sa portion du grand contour. Et l'oiseau, peu à peu, prend forme dans le sol, non pas sous tes yeux, car tu es bien trop près, bien trop bas pour le voir, mais dans l'espace autour de toi, par ces longues allées claires qui se déploient et se rejoignent sans que tu en saisisses le dessin d'ensemble. Redresse-toi un moment. Pose tes mains sur tes reins et regarde autour de toi. Tu vois des bandes claires qui courent dans plusieurs directions, certaines droites, d'autres courbes, et tu sais qu'elles forment ensemble la figure de l'oiseau. Mais d'où tu es, à hauteur d'homme, tu ne vois qu'un entrelac de tranchées pâles, un labyrinthe sans visage. Le colibri est là, tout entier, étalé sous le ciel, mais il se refuse à toi. Pour le voir, il faudrait s'élever très haut dans les airs, plus haut que la plus haute colline, et te regarder d'en haut. Et cela, personne de ton peuple ne le fera jamais. Personne ne verra jamais le colibri tout entier de ses propres yeux. Arrête-toi sur cette pensée étrange. Tu passes des jours, parfois, à ouvrir une figure que tu ne pourras jamais contempler en entier. Tu mets toute ton attention, tout ton soin, à tracer un oiseau parfait que nul regard humain, du temps de ton peuple, n'embrassera d'un seul coup d'œil. Est-ce que cela te trouble? Non. Cela ne te trouble pas. Car pour toi, ce dessin n'est pas fait pour être vu par les yeux des hommes. Il est fait pour autre chose. Il est fait pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence la vraie énigme, celle que des chercheurs, dans 2000 ans, retourneront dans tous les sens sans jamais en épuiser le mystère. Mais laisse pour l'instant cette question de côté, et savoure le moment présent. Le travail s'interrompt aux heures les plus chaudes. Vous vous retirez à l'ombre maigre d'un repli du terrain, et l'on partage de l'eau et un peu de nourriture. L'eau, surtout. L'eau, ici, est la chose la plus précieuse du monde. Tu bois à petites gorgées, sans en perdre une goutte, car tu sais d'où elle vient et combien il en coûte de l'avoir. Cette eau a voyagé, sous terre, depuis les montagnes lointaines, à travers des conduits que ton peuple a creusés et entretenus avec une habileté immense. Dans ce désert où le ciel ne donne presque rien, ton peuple est allé chercher l'eau là où elle se cache, dans les profondeurs, et l'a conduite jusqu'au champ, jusqu'au village. L'eau est votre richesse, votre obsession, votre prière de chaque jour. Souviens-toi de cela aussi, car cela compte, pour comprendre les dessins. Laisse-moi te montrer d'où vient cette eau que tu bois avec tant de soin. Dans les villages, en contrebas du plateau, ton peuple a creusé d'étranges puits en spirale. Ce ne sont pas de simples trous verticaux, ce sont de larges entonnoirs de pierre qui s'enfoncent dans la terre en tournant sur eux-mêmes, comme des escaliers en colimaçon ouverts à ciel ouvert, par lesquels on descend marche après marche jusqu'à la nappe cachée sous le sol. Ces ouvrages captent l'eau souterraine venue des montagnes lointaines et la conduisent, par des galeries patientes, jusqu'aux champs et aux maisons. Tu en as descendu, des spirales pareilles, pour entretenir les conduits, pour ôter le sable, pour t'assurer que le filet d'eau continuait de couler. Et tu as remarqué, sans en faire grand cas, que ces puits aussi s'enroulent en spirale, comme la queue du singe dessinée là-haut, comme les volutes ouvertes sur le plateau. L'eau, la terre, le dessin, tout, dans ton monde, semble parler le même langage de courbes et de lignes. Et il faut que tu vois aussi la beauté de ce que ton peuple fabrique de ses mains. Le soir, dans les maisons, on façonne des poteries d'une finesse remarquable, des vases, des coupes, des cruches, que l'on peint de couleurs vives, des rouges profonds, des ocres, des bruns, des blancs crémeux. Et sur ces poteries reviennent, en petit, les mêmes figures que sur le plateau, des oiseaux, des poissons, des plantes, des êtres mêlés d'hommes et d'animal, des motifs de tête et de fruits. La main qui peint un colibri sur une coupe est la même, ou la sœur de la même, que la main qui ouvre un colibri géant dans le désert. Ton peuple ne sépare pas l'art de la vie, ni le petit objet de la grande œuvre. Le même regard qui orne une cruche d'eau orne aussi la peau du monde. Et cela, plus tard, aidera les chercheurs à comprendre. Ils retrouveront ces poteries, ils reconnaîtront sur elles les figures de la pampa, et ils sauront, sans le moindre doute, que ce sont bien les mains de ton peuple qui ont tracé les lignes. Bois encore une gorgée d'eau, et reprends ton souffle. La chaleur retombe peu à peu, et l'ombre s'allonge. La fraîcheur revenue, le travail reprend. Et tandis que tes mains écartent les pierres, l'un des anciens, près de toi, se met à parler. Il parle des figures,
de toutes celles que ton peuple a déjà ouvertes sur le plateau, au fil des générations. Et en l'écoutant, tu vois défiler dans ton esprit le grand bestiaire dessiné dans le désert. Il y a l'araignée, immense, avec ses longues pattes repliées et son corps rond, tracé d'un seul trait continu qui ne se croise jamais. Il y a le singe, à la queue enroulée en spirale, une spirale si vaste qu'on pourrait y marcher longtemps avant d'en atteindre le centre. Il y a le condor aux ailes déployées, le grand oiseau des montagnes, celui qui plane si haut dans le ciel réel qu'il semble toucher le soleil. Il y a le colibri, celui que vous ouvrez aujourd'hui, au long bec tendu. Il y a un être étrange aux mains qui semble compter, doigt par doigt. Il y a, dit-on, jusqu'à la silhouette d'une baleine, ce monstre des eaux que peu d'entre vous ont jamais vu, mais dont les pêcheurs de la côte rapportent l'existence. Et il y a des arbres, des fleurs, des formes que toi-même ne sais plus toujours nommer. Et puis, mêlées à ces êtres vivants, il y a les figures de pure forme. Les longues lignes droites qui filent vers l'horizon. Les grands trapèzes, ces vastes surfaces dégagées qui s'élargissent comme des éventails, comme des places nettoyées au cœur du désert. Les spirales qui s'enroulent sur elles-mêmes. Les triangles, les rectangles, les zigzags. Tout un peuple de figures, animales et géométriques, couvre le plateau, parfois en se chevauchant, une ligne nouvelle passant par-dessus une ancienne, car les générations ont travaillé là les unes après les autres, pendant des siècles, ajoutant leurs dessins à ceux de leurs aïeux. Et l'ancien te raconte quelque chose qui te touche. Beaucoup de ces figures d'animaux, dit-il, sont tracées d'un seul trait continu, sans jamais lever la main, sans jamais que la ligne se coupe ni se croise. On entre dans l'araignée par un point, on suit tout son corps, toutes ses pattes, et l'on ressort par où l'on est entré, sans avoir quitté une seule fois le chemin. Le colibri, le singe, le condor. Chacun est une longue route fermée, un labyrinthe qui se referme sur lui-même. Et cela, comprends-tu, n'est pas un hasard. C'est fait pour qu'on puisse les parcourir. Une figure dessinée d'un seul trait est une figure que l'on peut marcher du début à la fin sans jamais s'arrêter, sans jamais buter sur une coupure. Le dessin est aussi un chemin. La forme est aussi une marche. Garde cela, car c'est l'une des clés les plus sûres de toute cette histoire. Pour bien le sentir, souviens-toi de la fois où tu as parcouru l'araignée. Tu étais entré par l'extrémité d'une patte, et tu avais suivi cette patte jusqu'au corps rond de la bête, puis tu avais longé une autre patte jusqu'à son bout, et tu étais revenu, et reparti vers une autre patte encore, dans un long cheminement qui semblait n'avoir ni début ni fin. Sous tes pieds, toujours la même terre claire et tendre. De part et d'autre, toujours les deux bordures de cailloux sombres. Et toi, perdu dans la figure, incapable de dire à quel endroit de la bête tu te trouvais, sachant seulement que tu suivais le fil, que le fil te portait, et que tôt ou tard il te ramènerait à ton point de départ. Marcher une figure de Nazca, c'est cela. Se confier à une ligne et se laisser conduire, sans jamais voir la forme que l'on dessine de ses pas. Il y a aussi, te dit l'ancien, une figure qui n'est pas comme les autres, et que celle-là, on peut la voir. Sur le flanc d'une colline, et non sur le plat de la pampa, des mains ont tracé une grande silhouette d'allure humaine, une sorte de personnage à la grosse tête ronde, aux yeux marqués, une main levée comme pour saluer. Parce qu'elle est dessinée sur une pente et non sur une surface horizontale, celle-là se laisse contempler depuis le sol, depuis la plaine en contrebas, par n'importe quel regard humain. Voilà qui devrait, à soi seul, faire réfléchir ceux qui, plus tard, prétendront que ces œuvres ne pouvaient être vues que du ciel. Quand ton peuple voulait qu'une figure soit vue d'en bas, il savait très bien la placer sur une pente pour qu'on la voie d'en bas. Si tant d'autres sont posées à plat, invisibles depuis le sol, ce n'est pas par maladresse ni par mystère, c'est parce qu'elles n'étaient pas faites pour ton œil. Car il faut que tu mesures le temps que cela représente. Ton peuple ne trace pas ces figures depuis hier. On les ouvre, on les entretient, on en ajoute, depuis des générations et des générations. Quand les savants, dans l'avenir lointain, étudieront ces dessins, ils diront qu'ils ont été tracés sur une très longue durée, à cheval entre deux mondes, en gros entre un demi-millénaire avant le début d'une ère qu'ils compteront à leur façon, et le 5e ou 6e siècle après ce début. 1000 ans, peut-être, et davantage, de tracés successifs. Toi, cette nuit, tu n'es qu'un maillon dans cette chaîne immense. Tu ouvres ta ligne, et avant toi d'autres en ont ouvert, et après toi d'autres en ouvriront, jusqu'à ce que le fil se rompe et que le désert reste seul, gardien fidèle de tout ce que des mains y auront écrit.
L'ancien continue de parler, et sa voix se fait plus grave. Il te dit pourquoi l'on fait cela. Du moins, il te dit ce que lui en sait, ce que les anciens avant lui ont transmis. Et il faut que tu écoutes avec attention, car même cela, même la parole de celui qui sait, ne te donnera pas la réponse entière. Le sens profond de ces figures se perdra en partie avec ton peuple, et restera, pour toujours, une énigme à demi ouverte. Il te parle d'abord du ciel. Il lève la main vers le bleu dur du jour, et il évoque les étoiles de la nuit, leur ronde patiente au fil des saisons. Certaines lignes, dit-il, certaines directions tracées sur le plateau, regardent vers les points de l'horizon où se lèvent ou se couchent des astres importants, au moment où l'année bascule, au moment où l'on attend l'eau. Le désert serait ainsi une sorte de grand cadran posé à plat, accordé au mouvement du ciel. Cette idée-là, tu le sauras peut-être un jour, séduira beaucoup les premiers chercheurs venus d'ailleurs. L'une d'eux, une femme venue d'un pays lointain et froid, passera presque toute sa vie sur ce plateau, à mesurer les lignes, à les balayer pour les protéger, à les défendre contre ceux qui voudraient les détruire. Elle s'appellera Maria Raike. Elle croira de toutes ses forces que les lignes forment un immense calendrier inscrit dans le sol, un instrument pour lire le ciel et les saisons. Mais il faut être honnête avec toi, comme les chercheurs ont fini par l'être avec eux-mêmes. Cette belle idée du calendrier céleste, on la remettra plus tard, pour une bonne part, en question. Quand on étudiera un grand nombre de lignes, on s'apercevra qu'elles partent un peu dans toutes les directions, et qu'en cherchant bien, on peut toujours en trouver une qui pointe vers tel ou tel astre, simplement parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui semblait une carte du ciel pourrait n'être, en partie, qu'un effet du hasard et du grand nombre. Alors les savants deviendront prudents. Ils ne diront plus, c'est un calendrier. Ils diront, certaines lignes regardent peut-être le ciel, mais ce n'est pas l'explication de tout. Et ils continueront de chercher. L'ancien, lui, te parle aussi d'autre chose, et c'est peut-être plus près du vrai. Il te parle de l'eau. Toujours l'eau. Il te montre comment certaines lignes, certains tracés, semblent suivre la direction des rares cours d'eau, ou pointer vers les endroits où l'eau surgit du sol, vers les sources cachées, vers les vallées en contrebas où la vie est possible. Dans ce désert où la pluie ne vient pas, l'eau est tout, et les dieux qui donnent l'eau sont les plus grands de tous. Peut-être, alors, que ces figures et ces lignes sont des prières adressées à ces dieux. Des prières gravées dans le sol, assez grandes pour qu'ils les voient depuis le ciel et depuis les montagnes, et assez belles pour qu'ils accordent, en retour, le don de l'eau et la fécondité des champs. Et il y a encore une chose, peut-être la plus importante de toutes, que l'ancien ne t'explique pas avec des mots, parce qu'elle ne se dit pas, elle se fait. Ces figures, ces longues lignes, ces grands trapèzes nettoyés, ne sont pas seulement faites pour être regardées. Elles sont faites pour être parcourues. On les arpente. On marche dessus, en file, en procession, lors des grandes cérémonies. Le chemin lui-même est l'offrande. Tu le sais, parce que tu l'as déjà fait. Tu te souviens de ces nuits de fête où, avec tout ton peuple, en longue théorie silencieuse, vous avez marché le long d'une figure, du début à la fin, en suivant son contour sans jamais le quitter, en chantant peut-être, en portant peut-être de l'eau ou des offrandes, jusqu'à parcourir d'un bout à l'autre le corps entier de l'animal sacré. Imagine-le, cette nuit, puisque tu es l'un d'eux. Imagine la procession. La nuit est tombée, le plateau est noir et frais, le ciel ruisselle d'étoiles comme nulle part ailleurs. Et ton peuple s'avance, en longue file, sur la ligne claire qui luit d'une pâle clarté sous les astres. Tu marches derrière celui qui te précède, devant celui qui te suit. Vous entrez par le bec de l'oiseau, et vous remontez le long de son cou, et vous parcourez le tracé de son corps, et vous suivez la grande boucle de ses ailes, et vous ne quittez jamais la ligne. Vous restez sur la terre claire, entre les deux bordures de pierre sombre, comme on suit un fil dans le noir. Vous ne voyez pas l'oiseau. Vous le marchez. Vous le devenez. Vos pas, mis bout à bout, dessinent dans la nuit la forme que les dieux, eux, contemplent d'en haut. Et tandis que tu marches ainsi, dans la procession imaginée, laisse-moi te dire ce qu'est une nuit, ici, sur la pampa. Tu ne peux pas savoir, toi qui viens du monde des villes, ce qu'est vraiment un ciel sans lumière. Mais cette nuit, tu le sais, parce que tu es l'un d'eux. Au-dessus de toi, le ciel n'est pas noir. Il est blanc de tant d'étoiles, criblé, saturé, ruisselant d'une poussière lumineuse d'un bord à l'autre de l'horizon.
La grande bande pâle de la Voie lactée le traverse comme un fleuve de lait, et tu sais y lire des formes, des routes, des animaux, tout comme sur le sol. Car ton peuple voit dans le ciel, entre les étoiles brillantes, mais aussi dans les taches sombres qui coupent la traînée laiteuse, des silhouettes vivantes. Un renard, un serpent, un oiseau, des bêtes d'ombre tracées par l'absence d'étoiles. Le ciel, pour toi, est lui aussi couvert de figures. Et il n'est peut-être pas étonnant qu'un peuple qui sait lire des animaux dans le noir du ciel ait voulu en dessiner d'autres, en réponse, sur la terre, pour que le sol parle au ciel dans la même langue. Arrête-toi un instant dans ta marche, et renverse la tête en arrière. Regarde cette immensité piquetée de feu. L'air si sec et si pur du désert rend chaque étoile nette, vive, sans le moindre voile. Tu vois plus d'astres qu'aucun habitant des terres humides n'en verra jamais. Et tu comprends, en les regardant, pourquoi le ciel compte tant pour ton peuple. C'est lui qui marque le temps, le retour des saisons, le moment où, là-haut dans les montagnes, la pluie tombe enfin et gonfle les rivières qui descendront, peut-être, jusqu'à toi. Lire le ciel, c'est savoir quand viendra l'eau. Et savoir quand viendra l'eau, dans ce désert, c'est tout simplement savoir vivre. Voilà pourquoi certaines lignes, peut-être, regardent vers tel point de l'horizon où se lève tel astre attendu. Non par jeu, mais par nécessité, par prière, par espérance. Reprends ta marche, sans hâte, le long de la ligne claire qui luit sous les étoiles. La nuit du désert t'enveloppe, fraîche et vaste, et tu te sens tout petit et tout relié à la fois, un point qui marche entre la terre dessinée et le ciel dessiné, reliant l'une à l'autre par le simple mouvement de tes pas. Et c'est peut-être là, dans ce geste, que se cache le cœur de la réponse. Ces dessins ne sont pas faits pour l'œil de l'homme, qui est trop bas, trop près. Ils sont faits pour le pied de l'homme, qui les parcourt, et pour l'œil des dieux, qui les embrasse. La question qui tourmentera tant les esprits de l'avenir, comment ont-ils pu dessiner ce qu'ils ne pouvaient pas voir, n'est peut-être même pas la bonne question. Car toi, tu ne cherches pas à voir. Tu cherches à offrir, à prier, à relier la terre au ciel. Et pour cela, point est besoin de voir l'ensemble. Il suffit de tracer juste et de marcher fidèle. Le jour décline. Le travail de la figure avance bien, le contour de l'oiseau est presque ouvert tout entier. Tu t'éloignes un peu pour te reposer, et tu t'assieds sur un repli du terrain, face au couchant. Le soleil descend vers les collines, et sa lumière, de nouveau rasante, fait surgir tout autour de toi le réseau des lignes anciennes, ce treillis de traits pâles qui s'allume dans l'ombre du soir. Le plateau entier semble se couvrir d'écritures secrètes. Tu restes là, sans bouger, à regarder le désert se souvenir de tous les gestes qu'on a posés sur lui. Et maintenant que tu es apaisé, que le travail du jour est presque fait, laisse-moi te confier ce que deviendront ces dessins, bien après toi, dans le monde lointain de ceux qui les retrouveront. Pendant très longtemps, après que ton peuple aura disparu, les figures dormiront dans le désert, oubliées des hommes. Des voyageurs passeront sur le plateau sans rien remarquer, car de près, au sol, on ne voit que des bandes de terre claire qui ne veulent rien dire. Il faudra attendre que les hommes apprennent à voler pour que le secret se révèle. Un jour, des appareils traverseront le ciel au-dessus de la pampa, et ceux qui seront à bord, en baissant les yeux, verront soudain s'étaler sous eux, sur des kilomètres, tout un monde de figures géantes, des oiseaux, des singes, des araignées, des lignes filant à l'infini. Ils n'en croiront pas leurs yeux. Et c'est ainsi, par le hasard du vol, que ce que ton peuple avait tracé pour le regard des dieux entrera, des siècles plus tard, dans le regard des hommes. Et certains de ces hommes consacreront leur vie à comprendre et à protéger ton œuvre. Songe à cette femme dont je t'ai parlé, venue d'un pays lointain et froid, qui s'établira au bord du plateau et y passera des dizaines d'années. Jour après jour, elle parcourra la pampa, 1 mètre à la main, mesurant les lignes, relevant leur direction, dressant des plans. Elle balayera de ses propres mains la poussière déposée sur les figures pour qu'on les distingue mieux. Elle veillera sur elles comme on veille sur un trésor fragile, écartant les curieux maladroits, les véhicules qui voudraient rouler sur les tracés, tout ce qui menacerait d'effacer en un instant ce que le désert avait gardé de 1000 ans. Elle se sera trompée, peut-être, sur le sens des lignes, en y voyant surtout un calendrier. Mais sans elle et sans ceux qui l'auront suivie, bien des figures auraient été abîmées avant même qu'on ait su les lire. Il faut aimer ton peuple, et il faut aimer aussi ceux qui, des siècles après, auront su l'aimer à leur tour et le protéger.
car ces tracés sont fragiles, tellement plus fragiles qu'ils n'en ont l'air. Ils ont traversé les millénaires parce que rien ne les touchait, pas de pluie pour les laver, pas de vent fort pour les recouvrir, pas de pas humain pour les piétiner. Mais que vienne le monde moderne, avec ses roues, ses machines, ses foules pressées, et ce qui avait résisté à 2000 ans de temps pourrait disparaître en une seule saison. Une seule trace de roue en travers du colibri, et la blessure resterait, elle aussi, pour des siècles. Le désert qui conserve si bien ne pardonne pas davantage les nouvelles marques que les anciennes. C'est pourquoi, plus tard, on protégera ce plateau comme un sanctuaire, on en fera un bien précieux pour l'humanité tout entière, et l'on demandera à chacun de le contempler sans jamais y poser le pied. Le regard, oui, le pas, non. Tout l'inverse, au fond, de ce que toi, cette nuit, tu viens de faire pour les dieux. Alors viendra le temps des questions, et aussi, hélas, le temps des fables. Car devant un mystère si grand, certains, au lieu de chercher avec patience, préféreront inventer. Ils diront que ces figures sont trop grandes, trop parfaites, trop visibles du ciel pour avoir été faites par des hommes simples munis de cordes et de paniers. Ils diront que ces longues lignes droites, ces grands trapèzes dégagés, ressemblent à des pistes, et que ces pistes auraient servi à faire atterrir des engins venus des étoiles, des visiteurs d'autres mondes. Ils raconteront que ton peuple n'aurait été qu'un spectateur, traçant sous la dictée d'être venu d'ailleurs. Il faut que tu saches, toi qui as ouvert ces lignes de tes propres mains, combien cette fable est à la fois belle et fausse. Elle est belle, parce qu'elle dit l'émerveillement réel des hommes devant ton travail. Mais elle est fausse, et il faut l'écarter en douceur, comme on écarte un nuage de poussière devant le vrai paysage. Car les chercheurs, les vrais, ceux qui se penchent sur le sol au lieu de rêver vers les étoiles, trouveront tout ce qu'il faut pour comprendre. Ils retrouveront, près des figures, les piquets de bois enfoncés par des mains comme les tiennes. Ils retrouveront les restes des cordes. Ils comprendront la technique du report, l'agrandissement d'un petit dessin point par point. Ils dateront le bois, les outils, les poteries laissées en offrande, et tout les ramènera à ton peuple, à ton époque, à tes gestes. Ils verront que les lignes sont peu profondes, fragiles, à peine creusées, tout le contraire d'une piste capable de porter le moindre engin pesant. Et surtout, ils comprendront que ces figures n'ont jamais eu besoin du ciel pour naître. Elles sont nées du sol, de la terre claire sous les pierres sombres, du savoir-faire d'hommes et de femmes qui n'ont jamais quitté la pampa. Il n'y a pas de visiteurs des étoiles dans cette histoire. Il y a mieux que cela. Il y a toi. Il y a tes mains qui écartent les cailloux. Il y a ton peuple qui mesure, qui tend les cordes, qui reporte le petit dessin à la grande échelle. Il y a l'intelligence patiente d'une civilisation entière, capable de tracer dans le désert des œuvres si vastes qu'elles défieront le temps. La vraie merveille, ce n'est pas qu'on soit venu du ciel, c'est qu'on ait su, depuis le sol, parler au ciel. Garde cela tout au fond de toi. Et garde aussi cette vérité plus humble, plus tendre, on ne sait pas tout. Même les chercheurs les plus patients, même ceux qui auront tout daté, tout mesuré, tout comparé, n'auront pas le dernier mot sur le sens de ces figures. Étaient-elles surtout des prières pour l'eau, des chemins de procession vers les dieux, des regards tournés vers certains astres? Un peu de tout cela à la fois, peut-être, mêlé et changeant au fil des siècles, car 1000 ans de tracé ne se résument pas à une seule raison. Le mystère demeurera, et c'est très bien ainsi. Il restera, dans le désert, comme une question ouverte que chaque génération viendra contempler à son tour, sans jamais la refermer tout à fait. Le soleil a touché les collines, à présent. Le ciel se teinte d'orange et de rose au-dessus de la pampa, et le froid commence à monter du sol. Le travail s'achève pour aujourd'hui. Tes compagnons rangent les cordes, ramassent les paniers, échangent quelques mots tranquilles. La figure de l'oiseau est ouverte, claire, neuve, prête pour les cérémonies à venir. Tu te lèves, tu jettes un dernier regard à ton œuvre que tu ne verras jamais d'en haut, et tu sais, au fond de toi, qu'elle te survivra de 1000 ans. Reprends maintenant le chemin du retour, dans la lumière qui baisse. Tu marches de nouveau le long d'une ligne claire, vers les villages au creux de la vallée, là où l'eau conduite avec patience fait verdir un peu de terre. Tes pas suivent le ruban pâle, entre les deux bordures de pierre sombre, comme tout à l'heure dans la procession imaginée. Le plateau s'éteint derrière toi, ses figures retournent à l'ombre, et tu emportes en toi la paix de celui qui a posé,
ce jour, un geste qui durera bien plus longtemps que lui. Repense, en marchant, à tout ce que tu as vécu cette nuit et ce jour. Tu t'es réveillé dans le froid d'avant l'aube, sur un plateau de pierre brune, au cœur de l'un des déserts les plus secs du monde. Tu as senti sous tes doigts le secret de la terre, la peau sombre des cailloux, et la chair claire qui dort dessous. Tu as appris le geste de ton peuple, écarter les pierres, ouvrir un trépal, reporter un petit dessin à l'échelle du désert, avec des cordes, des piquets, et de la patience. Tu as ouvert le contour d'un colibri géant que nul œil humain de ton temps n'embrassera jamais. Et tu as compris que cela n'avait aucune importance, car ce dessin n'était pas fait pour tes yeux. Tu as entendu l'ancien te parler du ciel, des étoiles que certaines lignes regardent peut-être. Tu as entendu parler de l'eau, toujours l'eau, et des dieux qui la donnent, et des figures comme prières gravées dans le sol. Tu as marché, en pensée, dans la grande procession nocturne, à suivre le corps de l'oiseau sans jamais le voir, à le devenir avec tes pas. Et tu as vu, par-delà les siècles, ce que deviendraient ces dessins, oubliés, puis retrouvés du ciel, puis enveloppés de fables, puis enfin compris, pour l'essentiel, comme l'œuvre patiente et bien humaine d'un peuple qui savait parler à ses dieux depuis le sol. Tu as appris, surtout, à tenir ensemble deux choses que les hommes ont souvent du mal à garder côte à côte, la connaissance et le mystère. Tu sais comment les lignes ont été faites, par qui, avec quoi, et tu n'as pas besoin d'inventer des visiteurs venus des étoiles pour t'émerveiller. Et en même temps, tu acceptes de ne pas tout savoir de leur sens, et tu laisses la question ouverte, paisible, comme une porte qu'on ne cherche pas à fermer. C'est peut-être la plus belle leçon du désert. On peut savoir beaucoup, et s'incliner encore devant ce qu'on ignore, sans inquiétude, sans hâte, comme on regarde un ciel d'étoiles dont on ne connaîtra jamais toutes les lumières. Là-bas, devant toi, les premières lueurs des foyers s'allument dans la vallée. La nuit revient sur la pampa, douce et profonde, et les figures que ton peuple a tracées dorment de nouveau sous les astres, fidèles, intactes, prêtes à traverser les millénaires. Le désert se tait, et garde tout. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.